francophone. Merci beaucoup de votre présence assidue. Nous voyons quelques membres qui sont toujours présents avec nous. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont connectés aujourd'hui. Nous sommes une plateforme d'apprentissage sur la problématique de la COVID longue. C'est vrai, nous avons dépassé la phase aiguë de la pandémie, mais au vu de tout ce que nous avons appris avec nos experts, qu'il y a des signes qui persistent. Donc, il y a vraiment lieu de pouvoir continuer de former nos professionnels de la santé à l'effet d'améliorer la prise en charge des patients qui viendront pour ces signes-là. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous abordons un autre thème qui est la COVID longue et le diabète. Donc, nous avons vu déjà précédemment avec les autres experts que cette pathologie avait un impact systémique. Donc, il y va de soi que nous puissions aborder les facteurs de risque qui ont été énumérés, notamment l'un des facteurs qui était le diabète avec la COVID, donc notamment la comorbidité qui pouvait entraîner, était un facteur de risque dans le cadre de cette pandémie-là. Donc aujourd'hui, avant de commencer, comme on a l'habitude de le faire, on va permettre à nos membres, on va se saluer d'abord avant de pouvoir aborder la thématique. Donc, on va permettre aux membres qui sont connectés de se présenter. Et après, nous allons faire la présentation toute particulière, spéciale de notre experte, parce qu'aujourd'hui, c'est une grande dame qui a accepté de venir nous instruire sur cette thématique, notamment la comorbidité COVID long diabète. Donc, tout à l'heure, nous allons la présenter comme il se doit. Mais bien avant, nous allons permettre aux membres de la communauté de nous saluer comme on a l'habitude de le faire. On va se dire bonjour, juste le temps de se connaître, d'être à l'aise et puis bon, nous allons commencer. Donc, il n'y a pas de sujet tabou ici, il n'y a pas de questions tabou. Nous sommes là pour apprendre des uns des autres. Donc, je vais essayer de fouiller un peu dans la communauté pour voir des nouvelles personnes et on va leur donner l'occasion de se présenter à la communauté. Est-ce que comme nous ne sommes pas nombreux, est-ce que pour le moment, on peut ouvrir nos caméras pour qu'on puisse se voir et puis après, pendant la présentation, vous pourriez fermer vos caméras parce qu'on sait que souvent, ça impacte un peu la qualité de la connexion. Donc, pour le moment, on va se présenter et puis après, vous pourriez vous mettre fermer votre caméra. Donc, je regarde, je vois Protet. Docteur Protet, Andela. Wow. C'est quel pays? Bonjour. Bonjour à tous, je suis le docteur Proté Andela. Je suis médecin généraliste de formation et actuellement étudiant en master de spécialité en médecine de sport au Cameroun. Wow. Donc, c'est nos amis du Cameroun. Oui. Joli prénom, hein? D'accord. Je n'ai jamais Merci. entendu, c'est la première fois. Oui. OK. Merci beaucoup à nos amis. Andela Protet. Oui. Enchanté et bienvenue. C'est votre première fois dans cette communauté? Oui, c'est ma première fois dans cette communauté. OK, donc j'ai bien vu alors. Merci beaucoup. Donc, tout à l'heure, nous allons commencer notre session. Et bienvenue à cette session. Euh, Merci. je cherche une nouvelle personne. S'il y a de nouvelles personnes, vous pouvez lever la main pour qu'on puisse vous connaître. Je vois Guadalupe, Russe, Bibanco. Docteur Guadalupe, bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro et saluer la communauté. On veut connaître un peu les nouvelles personnes qui sont avec nous aujourd'hui.
à D'autre cette part, si session. je vois Buenos Dias, je pense qu'elle parle plutôt. D'accord, ok. Elle, Allez-y. elle parle plus de l'espagnol, si je ne me trompe pas. Mexico. Oui. Ah, Mexico. D'accord. Buenos días. Buenos días. Le peu qu'on a appris à la fac, hein. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, je pense elle a un souci. Donc, je vais me tourner vers une autre personne. Est-ce que vous pouvez lever la main, les nouvelles personnes, ceux qui prennent part pour la première fois à cette session? Vous pouvez lever la main. D'autre On va part, vous si je vois donner. Pascal Laurent, je suis sûr que c'est sa première fois. D'accord. Docteur Pascal ou Monsieur Laurent, il a un beau sourire là. Ouvrez votre micro, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, 5 sur 5. Pour vous présenter à la communauté. Bonjour. On vous entend, Oui, allez-y. oui, oui, maman, je suis Pascal Laurent, médecin infectiologue. Je suis Pascal, infectiologue. Je suis dans un centre hospitalier. Présentement, je suis dans un forum de qualité, mais quand même, je profite pour partager et sûrement avec le docteur Douillon qui m'a invité ce matin. Merci. D'accord, c'est gentil. Ok, notre expert est venu avec des supporters. D'accord, merci beaucoup. C'est gentil d'être connecté. Merci à vous. Amel de Haïti qui est présent. Bonjour Amel. Lui, c'est un ancien. Bonjour, Docteur Kwasi. Bonjour, la communauté éco de la Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas un nouveau venu, je suis chez moi parce qu'on a C'est souvent dit ça. que Haïti, c'est le prolongement de l'Afrique. Et surtout avec notre confrère Conan qui nous a beaucoup aidé lors de l'implémentation de notre projet Eco Haïti. Bien qu'on a appris nos documents, mais quand même, grâce à Conan, on a pu trouver les documents perdus. C'est un plaisir de participer avec vous dans cette session et j'espère que nous allons avoir une très bonne session, surtout avec C'est Dr. sûr. Avec notre expert qui est là, c'est Il sûr. faut dire que c'est mon médecin également. Ah, d'accord. D'accord, merci. Merci Enchanté, beaucoup bienvenue, à bonne tous nos participation. ressortissants de Haïti qui sont connectés pour accompagner Exactement, notre expert du jour. exactement. D'accord. La solidarité. C'est ça. C'est très important. D'accord. D'accord. Donc, on va voir encore, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui souhaiteraient se présenter à la communauté? On a encore quelques minutes avant de pouvoir aborder notre sujet du jour. Je vois Claude Roméus. Bon, je ne sais pas si c'est nouveau. Docteur Claude Roméus, Il est bonjour. Est-ce d'Haïti que également. Haïti? Waouh. Bon. Il y a beaucoup de participants d'Haïti aujourd'hui. Bonjour Bonjour. à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis Claude Roméus. Je suis technicien en laboratoire. D'accord. C'est un plaisir de suivre la session éco aujourd'hui avec vous et depuis l'Afrique. Ah, d'accord. Et je salue spécialement Monsieur Amel et mon frère, mon ami, et Monsieur Amel. D'accord. Bonjour. Merci beaucoup. Connecté. Une autre personne qui souhaiterait prendre la parole, vous pouvez lever la main, ouvrir votre caméra. Je vois Brice, docteur Brice Alain Dakam Ncheta. Bonjour, docteur Brice. Si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra et dire bonjour à la communauté? Bonjour, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Et vous-même? Non, ça va, pas de souci pour l'instant. D'accord. Vous êtes connecté depuis quel pays? Je suis connecté depuis le Cameroun, précisément au sud-ouest. C'est vrai qu'il y a un peu D'accord. d'instabilité, mais depuis un certain temps, on vit un peu la calmie. Donc, j'ai pu me connecter aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Oh là là, merci beaucoup. Nous allons prier pour que la calmie puisse perdurer. Merci beaucoup.
Merci. Je vois Giblirou Tamboura. Docteur Giblirou Tamboura ou Monsieur Giblirou Tamboura, bonjour. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et saluer la communauté? Ouvrez votre micro. Voilà, merci. C'est Dr Tamboura Djibril, DS à maladie infectieuse au CHU de Treichville, Abidjan. Ah, d'accord. Maladie infectieuse avec le professeur Eolier? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup d'être connecté. Et c'est en collaboration avec eux Merci à d'ailleurs que vous. nous conduisons ce programme. Donc, merci d'être connecté. D'accord, donc, Je vois au Issa plaisir. Yaya Samé. Docteur Issa Yaya Samé, votre micro est déjà ouvert. J'espère que vous nous entendez. Bonjour. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous allez vous reconnecter avec l'audio. Docteur Kwasi, nous avons une personne du chat, Dareboué D'accord? Nandoudje. Ok. Ok. Notre ami du chat, vous pouvez vous présenter. Bonjour. Bonjour la communauté. Je suis Darebaï Nadoumje Cédric du Tchad. Je suis épidémiologiste, consultant national à l'OMS. D'accord. Je suis en voyage vers Jamena. Je suis en route, donc le réseau n'est pas stable. Est-ce que C'est vous ça. m'entendez bien? D'accord. On vous entend pour le moment très bien. Et on espère que vous pourrez écouter la séance après la formation, l'intervention de notre expert. Merci beaucoup Oui, oui. d'être connecté et au bord de son véhicule. C'est ça aussi, Echo. Merci beaucoup. Je salue en passant Dr. Denis, c'est un habitué de notre plateforme. Donc, pour le moment, nous cherchons les nouvelles personnes. Je vois Dr. Babi, c'est un ancien, c'est un nouveau. Je vois Babi Ekombo. Bonjour. Un ancien, nouveau, Dr. Babi Ekombo. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis un ancien. Ah. J'ai déjà participé à plusieurs formations sur le COVID. Je suis un habitué. D'accord. Je suis de la RDC. Je suis médecin éco-épidémiologiste de maladie infectieuse. D'accord. La connexion n'est pas trop bonne. Vous entendez un peu entrecoupé. D'accord. Merci beaucoup d'être connecté. Et nous voyons que vous avez encore le masque, le respect des mesures d'hygiène respiratoire. Merci. D'accord. Une autre nouvelle personne qui souhaiterait prendre la parole? D'accord. Donc, nous allons inviter, comme nous sommes un peu nombreux, nous allons inviter tous ceux qui sont connectés à bien vouloir inscrire votre nom, votre pays et votre fonction dans le chat pour nous permettre de savoir que tous ceux qui sont présents, puisque nous n'avons pas suffisamment de temps pour faire la présentation de tous les membres. En tout cas, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue et merci d'être connectés à cette énième session. Donc, tout à l'heure, nous allons présenter notre experte du jour pour cette problématique, COVID long et diabète. Monsieur Asmo, vous pouvez projeter housekeeping. Donc, nous avons déjà commencé notre agenda. Notre agenda qui a démarré par la présentation des participants et qui va se dérouler comme suit. Il y aura une présentation didactique, mais aujourd'hui, nous avons une spécificité. Grâce à notre experte du jour, nous allons échanger d'abord sur un cas clinique qu'elle va nous présenter en début de sa présentation didactique. Elle va nous présenter le cas clinique. Nous allons échanger, comme nous savons si bien le faire selon le modèle ECO.
donner la parole aux participants, de poser des questions de clarification pour mieux comprendre le cas qui a été présenté. Et puis, voir s'il y a des recommandations à formuler sur ce cas. Et puis, ensuite, notre expert va poursuivre sa présentation didactique sur le thème du jour, c'est-à-dire COVID long et le diabète. Donc, et après cela, nous allons passer à la fin de cette session à travers, en faisant l'évaluation du feedback. Donc, c'est l'agenda que je suis en train de présenter. Ensuite, après avoir fini l'agenda, nous allons vous rappeler quelques consignes de bonne conduite par rapport à notre connexion et par rapport à ce programme. Donc, pour le moment, déjà, nous vous félicitons puisque vous avez tous vos micros fermés lorsque vous ne parlez pas. Déjà, ça montre que vous êtes déjà habitués à ce programme-là. De garder votre vidéo allumée tout au long de la session, si possible, pour ceux qui n'ont pas des soucis de connexion. Et lorsque, quand on vous demande de vous présenter, vous ouvrez votre micro, vous donnez votre nom, ce qui a été fait tout à l'heure, et vous avez la possibilité de le faire également dans le chat. Ensuite, lorsque vous avez la parole, gardez votre téléphone portable en mode silencieux pour ceux qui sont connectés sur leur portable ou bien sur un ordinateur. Assurez-vous d'avoir un débit Internet suffisant. Cela peut impacter un peu sur la qualité de la session à votre niveau. Donc, si vous voulez poser des questions, il faudra lever la main à travers les icônes qui se trouvent au niveau de réaction au bas de l'écran. Ensuite, pour les problèmes de Zoom, vous avez la possibilité d'échanger dans le chat. Si vous avez des soucis avec la connexion, ou bien si vous n'entendez pas, n'entendez pas le son, vous pouvez échanger dans le chat. Monsieur Assouman est là, il pourra vous aider. Ensuite, les diapositives sont toujours disponibles dans iEco. C'est notre plateforme d'utilisation de ce programme-là. Donc, après la session, nous allons mettre à la disposition de tous les participants sur le logiciel la présentation de notre expert du jour. Ensuite, juste vous dire que cette session est enregistrée et si vous êtes là, c'est parce que vous avez accepté d'être enregistré. En tout cas, merci beaucoup. Autre information, au moment, vous devez obtenir un certificat de participation et cela à la fin de la session après avoir fait l'enquête. Donc, vraiment, nous vous encourageons à faire l'enquête. Pour tous ceux qui ont fait les évaluations des sessions précédentes, ils auront droit au certificat après. Donc, nous encourageons toujours ceux qui hésitent encore à faire ce sondage parce que c'est important. Dans le cadre de ce programme, puisque c'est un programme de formation, il est bon qu'on puisse avoir un peu vos opinions sur les questions qui sont traitées, débattues ici. Ensuite, juste vous dire, dans le cadre de ce projet-là, le projet ECO, il y a la collecte des informations sur les inscriptions, sur la participation, sur les questions-réponses, sur les commentaires qui sont faits dans le chat, sur les évaluations également. Donc, ces données restent confidentielles et ces données peuvent être utilisées pour des rapports, des cartes, des communications, des enquêtes et assurer la qualité du programme. Aussi, peuvent servir à faire des évaluations et à faire la recherche pour avoir de nouvelles informations pour des initiatives futures. Donc, veuillez scanner le code QR code. Pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, vous avez la possibilité de scanner ce QR code et retrouver le groupe WhatsApp parce que après la session, nous poursuivons nos échanges dans le groupe WhatsApp. Donc, voici présenter l'agenda. Et donc, sans plus tarder, nous allons introduire notre experte du jour. Comme je le disais, c'est une grande dame qui nous vient de Haïti. Et donc, il s'agit de Dr. Marie-Christina Félix Douillon. Elle est médecin pneumologue. Elle est également médecin au service de l'hôpital Sanatorium de Port-au-Prince.
Ensuite, elle est médecin en soins de l'unité de des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire de la Paix. Elle est également responsable académique au niveau de l'hôpital Sanatorium de Port-au-Prince. Donc, est-ce que nous pouvons acclamer, chers membres de la communauté, comme nous savons si bien le faire, nous pouvons acclamer notre expert du jour pour lui souhaiter la bienvenue, lui dire merci d'avoir accepté de venir animer cette plateforme, aborder cette thématique. Merci beaucoup à Dr. Marie-Christina pour votre présence qui nous réjouit. Grâce à vous, nous allons vraiment avoir plus d'informations sur cette problématique de la COVID-19 et le diabète. Et comme je le disais, nous allons d'abord commencer par le cas clinique. Merci beaucoup pour ce cas clinique parce que nous attendions fortement ce cas clinique. Et donc, c'est une dame qui nous permet de pouvoir aborder ce cas clinique-là. Merci beaucoup. Docteur Christina, vous avez la parole pour conduire cette première partie de votre présentation. Allez-y. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter ce sujet, donc le diabète et le COVID long. Donc, merci madame de m'avoir présenté. Donc, comme il a été dit, je suis médecin pneumologue. Donc, j'ai travaillé avec les patients atteints de COVID. Alors, donc, comme vous savez, le COVID long est une pathologie assez récente. D'accord? Donc, il manque certaines informations. Nous n'avons pas beaucoup de recul par rapport à cette pathologie. Par contre, il y a plusieurs études qui ont été faites et certaines informations sont quand même disponibles et peuvent nous guider dans notre prise en charge. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran, je vais peut-être... Oui, allez-y, vous pouvez partager. À tout moment, tu peux donner, c'est bon? Ok, vous avez la main, vous pouvez partager. Très bien, un moment. Voilà, ça va. Voilà, c'est bon. C'est bon, d'accord. Alors, concernant cette corrélation entre ces deux pathologies, donc le COVID long et le diabète, en général, il y a 4 questions que nous, les cliniciens, nous nous posons, à savoir, est-ce que le diabète est un facteur de risque du COVID-19 sévère? Est-ce que quelqu'un diabétique a un risque plus élevé d'avoir un COVID-19 sévère? Est-ce que le diabète, en général, il est déséquilibré ou il est aggravé par la COVID-19? Est-ce que un diabétique aura plus de séquelles de COVID-19 qu'un patient non diabétique? Donc, c'est-à-dire, est-ce que le COVID long est plus présent et plus prévalent chez les diabétiques? Et finalement, est-ce que le COVID-19 peut amener à diagnostiquer un diabète? Est-ce qu'il peut mener à un diabète? Donc, ce sont les 4 questions générales que nous nous posons et nous allons essayer d'y répondre dans la présentation. Alors, je vais commencer par vous présenter M. X. C'est un patient que j'ai reçu. Donc, c'est un patient mexicain de 48 ans qui a une bonne hygiène de vie, donc avec un IMC normal, qui est sportif, une bonne alimentation, qui n'a jamais eu de problème respiratoire spécifique auparavant et qui n'a que comme comorbidité qu'un diabète, un diabète de type 2, qui a été diagnostiqué 4 ans avant qu'il ait fait son COVID et qui était contrôlé par le metformin. Donc, c'était vraiment la glycémie, elle était bien contrôlée. Alors, en janvier 2021, ce patient, il développe un COVID-19, donc qui a été confirmé par PCR. Et 10 jours après, il développe une forme grave. Donc, il développe un syndrome de détresse respiratoire aiguë pour lequel il a dû être transféré en unité de soins intensifs. Donc, c'est un patient qui a été ventilé. Donc, on a fait une ventilation non invasive et on lui a donné comme traitement la corticothérapie qui était de mise à ce moment.
d'accord? Et des traitements supportifs, et notamment une insulinothérapie qui a dû être instaurée puisque son diabète était totalement déréglé à ce moment-là, d'accord? Donc, ce patient, après 3 semaines, a été exéaté. Donc, il a eu une amélioration de sa pathologie. Donc, il a eu comme séquelle à son exéa une toux persistante, une toux sèche et une dyspnée d'effort. C'est un patient qui avait comme séquelle une pneumopathie restrictive post-COVID. Alors, le patient nous revient en mois de mars, 2 mois plus tard, après son COVID. Il se plaint de fatigue et de myalgie importante, de céphalie invalidante, l'empêchant de mener ses activités. Il présente une congestion nasale, une anosmie et surtout une très grande dyspnée, surtout à l'effort, avec une saturation conservée par contre. À ce moment, on refait le dépistage du COVID, bien sûr, donc le PCR est négatif. À l'examen des poumons, donc la radiographie du thorax nous montre une amélioration des lésions radiologiques qui avaient été vues lors de son COVID, lors de la phase aiguë. Donc, c'est un patient qui ne présente aucun syndrome inflammatoire biologique, donc aucune infection, et aucun germe n'a été isolé. À ce moment, sa glycémie était plus ou moins contrôlée, bien sûr avec son traitement de base, le metformin, mais à dose supérieure à celle qu'il prenait avant. Alors, à ce moment, le patient a été placé sous traitement supportif, d'accord, et il a été renvoyé chez lui. 2 mois plus tard, il revient en consultation de suivi. Sa dyspnée s'est améliorée. Par contre, il a toujours des céphalées et une fatigue toujours constante qui l'empêche de reprendre ses activités professionnelles. À noter que son bilan infectieux est normal, son hémoglobine glyquée est à 7,4, son diabète est plus ou moins contrôlé. Alors, c'est un patient que, depuis lors, qu'on revoit pratiquement tous les 3 à 4 mois pour les mêmes symptômes. Donc, des recrudescences des mêmes symptômes, c'est-à-dire fatigue, céphalée, anosmie, d'accord? Donc, il fait des épisodes récurrents et en général, sa glycémie est plutôt contrôlée, donc il n'a pas de dérèglement de son diabète et à chaque fois, il y a des PCR négatifs, donc ce ne sont pas des rechutes de la COVID. Et par contre, de plus en plus, le patient développe une anxiété grandissante. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un patient que l'on revoit tous les 3 à 4 mois, donc avec une recrudescence des symptômes. Et ces recrudescences, elles durent en général 2 à 3 semaines et après, elles sont résolues. Alors, en décembre 2022, le patient développe une pneumopathie sévère à influenza et il refait un syndrome de détresse respiratoire qui nécessite un nouveau passage en soins intensifs. Donc, à ce moment, le patient, une hypertension artérielle est diagnostiquée et prise en charge à ce moment. Alors, les symptômes continuent, ils reviennent périodiquement. En 2023, l'asthénie, elle s'est améliorée. Donc, elle a pratiquement disparu, en fait, la dyspnée également. Cependant, il a encore des céphalées et des syndromes pseudogrippaux à répétition. C'est un patient qui a été vacciné contre le pneumocoque et il a sa vaccination contre la grippe à jour. Cependant, ça ne l'empêche pas d'avoir ces symptômes récurrents. Alors, j'ai eu un appel de mon patient en novembre 2023. Le patient veut avoir une consultation puisqu'il développe à nouveau un épisode de toux fébrile, une dyspnée très importante et une rhinosinusite et asthénie marquée. Bon, cette fois, c'est ma glycémie à moi qui a augmenté puisque ce patient est dans la période où il a souvent des syndromes de détresse respiratoire aiguë. Donc, pas besoin de vous dire que ce patient, il est très bien monitoré et voilà, je sors l'antiviloud pour éviter qu'une troisième fois, mon patient ne se retrouve en soins intensifs. Donc, voilà, on va suivre et bon, je vous donnerai des nouvelles en janvier, à savoir ce qui se passe. Alors,
voilà, c'est le patient voilà, que je voulais vous présenter. Alors, au début, c'est un patient pour lequel on a, alors, comme vous le savez, le COVID long, pardon, n'a pas très bien été compris au début. Allô, Donc, au docteur? début... Allô, docteur? Docteur? Oui, oui. Vous avez fini de présenter le cas clinique. Est-ce qu'on peut permettre peut-être aux participants d'échanger un peu là-dessus, sur le cas, pour mieux comprendre le cas et puis bon, peut-être s'il y a des préoccupations avant de pouvoir poursuivre? D'accord. Très bien. OK, chers participants, chers membres de la communauté, donc voici un cas clinique réel qui a été présenté, un patient qui est suivi par notre experte et donc qui a présenté tous ces symptômes depuis 2021 et ça fait combien? Ça fait 3 ans, 2021, 22, 23. 3 ans après cette épidémie-là, cet épisode-là, le patient est toujours présente encore des signes. Est-ce que vous avez des questions de clarification à poser à notre experte pour mieux comprendre le cas et puis peut-être des recommandations par rapport à qu'est-ce qui est fait pour la prise en charge de ce patient? Est-ce que vous avez des questions de clarification, chers participants? Après ce cas, ce tableau très complexe également qui a été présenté. Est-ce que vous voulez poser des questions à notre experte? Vous pouvez lever la main, chers participants. Avez-vous des questions de clarification? OK. Oui, docteur Issa Yaya Samé. Vous avez des questions de compréhension de ce cas à poser à notre experte? Allez-y. Vous avez levé la main. Yaya Samé. Oh, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. D'accord. OK, docteur Gibliuru Tamboura. Allez-y, pour votre question de clarification. Oui, merci. En fait, durant la présentation, c'est quand même assez long et complexe. Et j'aimerais savoir, est-ce que à un moment donné, le patient a été vacciné contre COVID-19? D'accord. Merci beaucoup. Allez-y, docteur. Voilà. Oui, effectivement, le patient, il n'était pas vacciné avant d'avoir eu le COVID. Par contre, oui, il a été vacciné, il a reçu 2 doses, pardon, de Pfizer après son épisode alors son infection au COVID-19. D'accord. OK. Docteur Giblou, vous avez posé la question, peut-être que vous avez quelque chose derrière la tête. Est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous soumettre vos préoccupations? Vous avez posé cette question. Est-ce qu'il y a une préoccupation que vous voulez poser? Bon, c'était par rapport au COVID long, en fait. Comme il n'y a pas vraiment un traitement quelconque, c'était pour savoir est-ce que la vaccination là, pourrait en fait limiter la durée en fait des symptômes ou pas. En fait. Si ça aurait un effet sur le COVID long. En fait. D'accord. OK, peut-être il y a une autre personne qui va poser la question, mais peut-être toujours sur la même question de docteur Giblou. Peut-être en quelle année il a reçu peut-être ces 2 doses? Parce qu'on voit que c'est depuis 2021. C'est ça. Il a reçu les 2 doses en fin 2021. C'est ça. À la fin de l'année 2021. Alors, une dose à la fin de l'année et l'autre est au début du 22. D'accord. 2021. OK. Merci beaucoup pour ces informations complémentaires. Docteur Trésor Kisolo Félix. Oui, votre question de clarification. Oui, merci. Moi, je reviens juste, étant donné que notre malade a des antécédents diabétiques, je voulais savoir le rythme. Est-ce qu'on dosait son hémoglobine glyquée?
pour voir si réellement que le problème de diabète était vraiment bien suivi ou pas. D'accord. Merci. OK. Merci beaucoup. Allez-y, docteur. D'accord. Oui, effectivement, on a dosé à plusieurs reprises son hémoglobine glyquée. Alors, au moment où il avait le COVID, alors l'infection aiguë, l'hémoglobine glyquée était plutôt, je vais dire, peut-être un mois, dans le mois qui a suivi, elle était plutôt élevée. D'accord? Donc, c'est vrai que durant l'épisode, il a eu un très grand dérèglement de son diabète. Donc, à ce moment, comme je vous l'ai dit, on a dû le placer sous insuline alors qu'il n'en recevait pas avant. Mais au fil du temps, on a pu contrôler le diabète et les hémoglobines glyquées qui ont été réalisées. Après, je pense qu'il en a eu 2 après l'épisode. Elles étaient en régression. Donc, le dernier résultat était plutôt normal. En tout cas, il montrait que le diabète était contrôlé. D'accord. OK. Il y a une autre question dans le chat. C'est bon, docteur Trésor Kisolo? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, toutes ces questions de clarification pour nous permettre de mieux comprendre le cas qui a été présenté. Donc, il y a une question dans le chat. Il y a docteur Constant Ghislain qui aimerait savoir les conditions dans lesquelles le patient vit. Est-ce qu'il y a une mauvaise aération dans son environnement? Est-ce qu'il a-t-il bénéficié de consultations psychologiques pour la hantise et pouvoir écarter un syndrome hypochondriaque? C'est une très belle question dans le chat. C'est ça. Alors, pour son environnement, il vit dans alors, je pense que la question c'est est-ce qu'il y a une bonne aération, c'est ça? C'est ça. Et au niveau de son logement, oui. Le logement est bien aéré avec une grande cour et une grande maison, d'après ce que j'ai compris. Après, c'est vrai que, voilà, en Haïti, dépendamment de la période, c'est vrai qu'il peut être en contact avec certains allergènes, en particulier, dépendamment de la période. Voilà. Mais sinon, bien aéré. Il n'y a pas de souci de ce côté. Ensuite, est-ce qu'il a bénéficié d'une consultation psychologique? Alors, non. Il n'a pas bénéficié d'une consultation psychologique, que je sache. Après, ça aurait été une bonne idée, effectivement, mais non. Il n'a pas bénéficié de consultation psychologique. Après, les périodes disons qu'il n'a pas présenté, à part les épisodes d'anxiété, qui étaient surtout liés aux périodes où il avait la recrudescence des symptômes, mais entre ces périodes, il ne présentait pas d'après mon évaluation personnelle, il ne présentait pas de symptômes de dépression ou de problèmes, de troubles spécifiques entre les périodes. D'accord? Donc, à ce moment, nous n'avions pas. Il n'a pas bénéficié d'évaluation psychologique. D'accord. OK. Une autre question. Est-ce que une culture est à dépister par la culture des sécrétions bronchiques pour rechercher la présence d'Haemophilus influenzae? S'il y a une culture qui a été faite, voilà. Alors, oui, la culture a été faite surtout lors des hospitalisations, lorsqu'il a présenté les épisodes de syndrome de détresse respiratoire. Non, on n'a pas, à ce moment, on n'avait pas isolé l'Haemophilus influenzae. Il n'y avait que l'influenza qu'on avait pu détecter à l'une des recrudescences. Donc, c'était le virus, c'était la grippe A, mais sinon, pas d'autres germes. D'accord, OK. Donc, on prend une dernière question dans le chat. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir, est-ce que dans le suivi de la prise en charge, vous avez évalué la fonction respiratoire à l'effort? Alors, oui, effectivement. Alors, je dois vous dire que le patient, au départ, il avait présenté une forme sévère avec un syndrome de détresse respiratoire. Et la première évaluation, à ce moment, il avait une pathologie restrictive.
D'accord? Donc, c'est un patient qui fonctionnait à peu près avec 59% de sa capacité vitale. D'accord? Donc, ça s'est amélioré au cours du temps. Et à l'effort, alors, après on va dire un mois après l'épisode aigu, c'est vrai qu'à l'effort, il avait tendance à désaturer un peu. Par contre, après quelques mois, ça n'a plus été le cas. Donc, à l'effort, il n'a pas présenté spécifiquement de problèmes de fonction respiratoire. Par contre, il a présenté une dyspnée. Il a ressenti une gêne respiratoire. Par contre, à l'examen, il n'y a pas eu de déficit fonctionnel. D'accord. Donc, après, pour permettre à notre expert de poursuivre après, est-ce que, chers participants, après toutes ces questions de clarification qui nous permettent de cerner un peu ce cas qui a été présenté, est-ce que vous avez des recommandations, quelques recommandations à formuler? Parce que déjà, je vois une recommandation qui ressort un peu des échanges qu'on a eus, c'est-à-dire peut-être faire une consultation psychologique pour ce patient, vu qu'il était stressé jusqu'à développer peut-être un HT après. Donc, il y a une recommandation qui est sortie. Est-ce que vous avez d'autres recommandations? Si vous étiez, si ce patient-là était votre patient, quelle recommandation vous voudriez vous formuler, puisqu'on est là pour apprendre des uns des autres? Chers membres de la communauté, avant qu'on ne permette à notre essai de poursuivre, est-ce que vous avez des recommandations à formuler par rapport à ce cas? Des suggestions à faire par rapport à la prise en charge de ce patient-là? Pas de recommandations? D'accord. Pas de suggestions? OK. D'accord. Donc, nous allons donner la possibilité à notre experte de poursuivre. Je crois qu'en tant qu'experte, elle pourra nous faire des recommandations après sur ce cas pour vraiment améliorer la prise en charge. Si nous faisions face à un cas similaire, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, allez-y, docteur Marie-Christine. D'accord. Alors, donc, je vais après avoir présenté le cas, je vais un peu on va rappeler quelques dates sur la pandémie de COVID-19. Vous voyez bien l'écran? Non, le partage s'est arrêté. Voilà. D'accord. Donc, en attendant que notre expert puisse partager son écran, nous allons inviter les nouvelles personnes qui nous ont rejoints à bien vouloir se présenter dans le chat. Voilà. Et vous dire que nous sommes en présentation didactique. Il y a un cas très intéressant qui a été présenté par notre experte sur lequel nous avons échangé, nous avons appris par rapport à la complexité de ce cas. Et donc, pour le moment, nous avons une recommandation qui est ressortie des échanges, c'est-à-dire faire une consultation psychologique pour ce patient. Et donc, nous allons laisser la parole à notre expert pour pouvoir poursuivre sa présentation. C'est visible maintenant, vous pouvez y aller, docteur. D'accord. Donc, voilà, donc, comme vous savez, en décembre 2019, il y a le premier cas de COVID-19 qui est apparu. Donc, c'était à Wuhan, en Chine, d'accord? Et en 2020, l'épidémie s'est transformée en pandémie, puisque pratiquement tous les pays, voilà, tous les continents d'ailleurs, et plusieurs pays ont été touchés. D'accord? Donc, c'était un syndrome de détresse respiratoire, comme vous le savez au départ. Et on lui avait donné plusieurs noms provisoires, mais l'OMS, en février 2020, a donné un nom officiel, donc c'est la COVID-19, le nom donné à la maladie, et l'agent pathogène a été baptisé SARS-CoV-2. D'accord? Donc, en janvier 2020,
l'état d'urgence de santé publique de portée internationale a été déclaré par l'OMS, ce qui a permis de mettre en œuvre toute une série de plans pour pouvoir pallier à ce problème. D'accord? Donc, la vaccination a été distribuée mondialement à partir de décembre 2020. Alors, le COVID-19, c'est jusqu'à date, en date du 22 novembre 2023, l'OMS fait état de 772 166 517 cas confirmés de COVID-19. Il s'agit de nombre de décès autour de 6 981 263 au niveau mondial. Et les doses de vaccins qui ont déjà été distribuées et administrées sont au nombre de 13 591 595 583 125. Voilà. Donc, en Haïti, nous avons eu nos deux premiers cas confirmés. C'était en mars 2020. D'accord? Et au total, en Haïti, nous avons eu 34 558 cas confirmés et 860 décès. Donc, voilà. Nous avons plutôt été épargnés de ce côté-là. Alors, l'OMS a mis fin à l'état d'urgence de santé publique de portée internationale le 5 mai. Et là, maintenant, nous entrons dans une période où on pense à l'après Covid, on va dire. Alors, le Covid, il est toujours là. On a toujours des cas, des infections. Par contre, ce qui préoccupe beaucoup plus maintenant, c'est ce dont nous allons parler justement, c'est le Covid. Ce sont les séquelles post-aiguës de la Covid. Alors, les corrélations entre le diabète et la COVID-19, c'est le sujet qui nous préoccupe. Alors, il faut dire que les patients en général qui sont diabétiques, on a remarqué qu'ils avaient un risque plus élevé de développer les formes graves de la COVID-19, c'est-à-dire surtout les formes graves, les formes menant à des passages aux soins intensifs. D'accord? Et on a remarqué également que le taux de mortalité était beaucoup plus élevé chez les diabétiques que chez les patients diabétiques et ceux qui sont porteurs de pathologies métaboliques en général. D'accord? On a remarqué que durant la période aiguë du COVID-19, le diabète avait tendance à être mal contrôlé chez les diabétiques et que la stabilisation de la glycémie était beaucoup plus difficile à atteindre qu'en dehors de cette pathologie. Donc, le risque d'être diagnostiqué d'un diabète était également 2 fois plus élevé chez un patient qui avait eu le COVID que chez un patient qui n'en avait pas eu. D'accord? Donc, et ce risque était encore plus grand lorsque le patient avait développé un COVID modéré ou sévère. Donc, le risque de développer le diabète serait lié à la forme de COVID, à la sévérité de COVID que le patient aurait développé. Alors, le COVID et diabète. Alors, il s'agit de cocktail assez qui pose beaucoup de problèmes, d'accord? Donc, lorsqu'un patient est diabétique et qu'il développe la COVID-19, pardon, il est beaucoup plus à risque d'abord de faire un COVID long, d'accord? Son taux de mortalité est beaucoup plus élevé. Il risque de faire un COVID plus sévère. D'accord? On a remarqué aussi qu'il y avait tendance à une aggravation de ces troubles métaboliques. Et le risque de dépression, on va tout à l'heure, il est beaucoup plus grand lorsqu'il y a le COVID et le diabète associé. Et on a remarqué également que les réinfections à COVID-19 étaient beaucoup plus fréquentes chez les patients qui étaient diabétiques. Alors, nous avons un peu discuté du cas, mais alors je voulais un peu connaître votre expérience dans ce domaine. Alors, est-ce que vous avez eu affaire à beaucoup de patients qui étaient diabétiques et qui avaient développé le COVID? Est-ce que vous avez remarqué également que ces patients présentaient des formes plus graves de la maladie? Et est-ce que ça vous est arrivé d'avoir diagnostiqué des diabètes
tout de suite après la COVID-19 chez vos patients. Parce que pour moi, alors de mon côté, c'est le cas. Effectivement, on a remarqué en Haïti que parmi les patients qui avaient développé des formes sévères, qui avaient eu besoin d'être hospitalisés ou d'être vus en soins intensifs, il y avait une bonne partie d'entre eux qui, effectivement, étaient diabétiques, déjà connus, et bon nombre d'entre eux n'étaient pas diabétiques, mais autour de l'infection, avaient tendance à avoir des glycémies très élevées au moment du diagnostic, et plus on avait souvent recours à l'insulinothérapie pour certains patients alors qu'ils n'étaient pas diabétiques. Alors, ils n'étaient pas connus diabétiques avant l'infection COVID. Donc, je ne sais pas si vous pouvez partager avec nous également votre expérience. Est-ce que vous avez eu également de votre côté beaucoup de patients diabétiques qui aient développé des formes graves de la COVID? D'accord. Ok, chers participants, je crois qu'il y a également une autre recommandation dans le cas. Il y a un autre participant qui recommande que ce patient puisse bénéficier d'un suivi particulier pour les complications des types cardiovasculaires. Donc, ça, c'est la deuxième recommandation. Voilà, je vois Alain, oui, Alain Medjijan, qui a la main levée. Partagez-nous votre expérience par rapport à la question qui a été posée par notre experte. Allez-y. Ok, bonjour tout le monde. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous entend. Ok, bonjour tout le monde et merci Dr. Christina d'avoir si bien présenté. Donc, j'ai beaucoup appris. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'au Bahamas, il y a pas mal de gens qui sont diabétiques et on a pu remarquer aussi la mortalité est très élevée chez ces personnes. Même chez les jeunes, aussi que chez les adultes. Et j'aimerais poser à Christina une question, mais ok, je voudrais savoir, est-ce qu'on a fini, est-ce qu'on a compris la physiopathologie ou bien le lien entre la COVID-19 et le diabète? Et parfois, est-ce qu'on a fini par comprendre que le syndrome métabolique qui accompagne le COVID également? Est-ce qu'on a, où en est-on dans les stades de recherche maintenant? Parce que je pense que il y a pas mal de personnes qui sont hypertendues. Je connais un patient personnellement qui a été diagnostiqué de COVID-19. Il est diabétique et maintenant il est en dialyse. D'accord. Il est en dialyse. Maintenant, je me suis posé la question, comment ça se fait? Comment cela peut arriver? Quelle est la physiopathologie s'ils ont trouvé? Et si tu en sais, j'aimerais bien la connaître. D'accord. Merci. Allez-y. D'accord, oui, bon. Effectivement, il y a des hypothèses concernant la relation entre diabète et COVID. Alors, on va le voir un peu plus, voilà, on va le voir plus loin, mais c'est vrai que le diabète et le COVID, ils ont un effet synergique, on va dire. C'est-à-dire que le COVID et le diabète ont tendance à provoquer, comme tu le sais, voilà, une inflammation. En général, le diabétique, il a une inflammation quasi constante, d'accord, et le COVID, une insulinorésistance en général. Le COVID également produit ce type d'effet, d'accord. Donc, les deux mis ensemble donc, ont tendance à, voilà, comment dire, disons que il s'agit d'un cercle vicieux. Donc, les deux ensemble ont tendance à s'entretenir l'un l'autre. Alors, ça, c'est une hypothèse, parce que je dois te dire que jusqu'à présent, c'est pas très bien, ce ne sont que des hypothèses. Nous n'avons pas une physiopathologie très claire. D'accord? De ce côté-là, mais ce serait surtout l'effet synergique entre les deux qui produisent insulinorésistance, qui produisent l'inflammation, et cette insulinorésistance, par exemple, qui va augmenter la réponse inflammatoire et qui va par exemple, si on veut avoir l'effet sur les formes graves de la COVID, par exemple, on sait que cette insulinorésistance peut provoquer une hyperréactivité bronchique, de là provoquer un syndrome de détresse respiratoire, par exemple, et provoquer une insuffisance respiratoire et une détresse respiratoire. C'est l'un des effets, par exemple, de ces deux. Mais si tu permets, on va voir un peu plus loin les différentes corrélations entre le diabète et
voilà, et le COVID long surtout. OK. Merci beaucoup. D'accord. Oui, on poursuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait partager son expérience? Est-ce que vous avez reçu des patients qui présentent un tableau similaire? On est là pour apprendre les uns des autres. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience-là? C'est ce que l'experte vous a demandé. Est-ce que vous avez déjà eu à faire cas, à avoir des cas similaires dans votre pays? Qu'on puisse échanger là-dessus. Il n'y a pas de diabétologue ou bien des médecins généralistes qui ont reçu des patients qui présentent ce tableau, qui souhaiteraient partager leur expérience? Non? OK. Oui, allez-y, docteur Anatole. Ouvrez votre micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Oui, moi, je vais partager un cas d'un homme qui a été atteint de la COVID-19 et dès là, cette période, il a développé du diabète. Mais on lui a mis sur l'insulinothérapie et après, le diabète a été stabilisé et le médecin a décidé d'arrêter l'insuline. Et pour le moment, le monsieur est bien portant, sa glycémie est normale. Ça, c'est un cas qui s'est produit au Burundi. Et par là, moi, je me pose des questions. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer la physiopathologie entre COVID et le diabète? Moi, ce que je pense, deux personnes sans diabète sont atteintes du COVID. Et par après, la COVID perturbe, je pense, les hormones qui régulent la glycémie. Et par là, s'installe le diabète. Mais le diabète qui s'installe suite au COVID, Ouais, reste encore complexe. Oui, docteur, on l'a perdu. Oui, OK, mais on a bien compris sa préoccupation. Donc, docteur Christina, comme le titre même le dit, un décryptage complexe. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la préoccupation de notre ami avant de laisser la parole à une autre personne qui a la main levée? D'accord. Oui, donc alors, bon, voilà, on va le voir plus loin également, mais effectivement, alors, la corrélation, elle est complexe, effectivement, d'accord, on se pose la question à savoir, est-ce que c'est le COVID qui induit un diabète, ou alors est-ce que c'est le fait que durant le COVID, il y ait un dérèglement de la glycémie? Est-ce que c'est ce qui permet de dépister des cas qui étaient peut-être passés inaperçus avant ou qui n'avaient pas été dépistés? D'accord? Donc, est-ce que c'est un effet synergique, comme j'ai dit tout à l'heure, donc un patient qui avait déjà peut-être une insulinorésistance et qui, à ce moment, dans le cadre d'un syndrome post-infectieux, qui développe un dérèglement de sa glycémie et qui fait poser le diagnostic, en fait, ce sont plusieurs hypothèses qui sont là. On se demande si on n'a pas encore établi un lien clair entre le développement d'un diabète lié spécifiquement à la COVID. Parce qu'il y a quand même des facteurs prédisposants que l'on retrouve souvent chez les patients qui pourraient faire que ces patients avaient déjà des prédispositions ou avaient déjà peut-être des états prédiabétiques et qui, à la faveur de COVID,
où on a pu détecter les dérèglements de la glycémie, à ce moment, on a posé le diagnostic. Mais souvent, ce sont des patients, par exemple, qui avaient été hospitalisés, donc qui avaient développé une forme de COVID grave. Et c'est souvent des patients qui avaient des comorbidités, par exemple, déjà des patients qui étaient en surpoids, par exemple, ou des patients qui avaient déjà une HTA connue, donc des patients qui avaient déjà des facteurs de risque pour développer un diabète et qui auraient peut-être été accentués par la COVID. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment ce sont des questions que nous nous posons. D'accord? C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Dr Karumba Augustin. Je m'excuse d'avoir Ok, écorché c'est votre nom. Dr Karumba. Ok. Ok, Allez-y. en fait, c'est que je voulais un peu réagir quant à cette question-là, la corrélation entre le diabète et la COVID-19. Bon, je sais que ce sont des questions qui sont un peu rares et des fois, il y a peu d'attention là-dessus. Mais dans certaines affections virales, là, je ne parle pas de la COVID, par exemple, puisque j'ai beaucoup travaillé dans les centres et avec le centre de traitement Ebola. Et en tout cas, il y avait certaines attentes pancréatiques, par exemple. Il y avait des perturbations des enzymes pancréatiques dans la plupart des situations. Et on a vu des cas où le malade, après, ils ont peut-être développé même des symptômes ou le diabète après, même si on a stabilisé ça après. Alors, je sais que ce sont des questions qui sont un peu rares à élucider, mais je pense que dans les épidémies qui pourraient survenir encore demain au lendemain, les pandémies, je pense qu'il serait mieux que les centres soient bien équipés et que les examens complémentaires soient faits. Par exemple, la biochimie peut être complète, pourrait quand même peut donner certaines réponses d'avance à des questions pareilles. Quand on voit un malade qui va développer, par exemple, le diabète, on peut encore se référer est-ce qu'il n'a-t-on pas une atteinte pancréatique parce que lorsqu'on a une infection, par exemple, virale et qu'il y a un sepsis généralisé, des fois, on peut avoir l'atteinte de certains organes et qui peut, à la longue, par exemple, expliquer certaines complications qui peuvent survenir. Alors, je pense que peut-être il suffirait que demain au lendemain, on essaie de perfectionner la prise en charge pour que quand même on ait des éléments pouvant permettre à répondre à des questions pareilles. Merci. Merci beaucoup. Docteur, allez-y. Oui. Alors, on va continuer. Alors, le COVID long, on va vraiment parler du COVID long maintenant. Il s'agit, on l'appelle COVID long ou syndrome post-COVID ou séquelles post-COVID. En fait, c'est un type de syndrome post-infectieux, comme un syndrome post-infectieux qu'on peut avoir avec d'autres infections virales, comme l'a dit le docteur d'abord. Donc, c'est un type de syndrome post-infectieux, d'accord? Donc, c'est un syndrome qui, on va dire récent, d'accord? Alors, la COVID long, c'est assez récent. Donc, au départ, il y avait des problèmes pour le reconnaître. C'est-à-dire que les patients qui avaient eu la COVID développaient souvent certaines séquelles, d'accord, qui en général, au départ, étaient mises sous le compte de la COVID. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était juste une phase de récupération qui était beaucoup plus longue que pour les autres patients. Ce n'est qu'avec le temps qu'on a remarqué que certains symptômes il durait beaucoup plus longtemps que ce qui était attendu d'un syndrome post-infectieux normal. D'accord? De là, on a commencé à parler de la COVID long. Donc, l'OMS a défini la COVID long comme étant la persistance des symptômes du COVID pendant 2 mois consécutifs, mais au moins 3 mois après la guérison de COVID-19. D'accord? Et il faut que ces symptômes ne puissent pas être expliqué par une autre pathologie connue. D'accord? Donc, c'est un patient qui a une persistance de ces symptômes ou une recrudescence de ces symptômes après un rétablissement initial, après, au-delà de 3 mois de son infection COVID. Après, c'est vrai que certains experts considèrent le COVID long à partir du 30e jour de COVID. Donc, à partir d'1 mois après le COVID, on parle déjà de séquelles de COVID.
Alors, c'est une pathologie qui touche 10 à 40% des patients qui ont eu le COVID. On a remarqué qu'il était plus prévalent chez les patients qui avaient développé une forme sévère modérée ou sévère du COVID. On pense alors, on a remarqué également que le sexe féminin, en tout cas les femmes, et surtout les femmes de certain âge, avaient plus tendance à développer des COVID longs que les gens de sexe masculin qui, par contre, ont plus tendance à développer des formes graves du COVID aigu. Alors, il y a beaucoup de symptômes qui ont été associés au COVID long. Les symptômes les plus retrouvés sont la fatigue, une fatigue extrême, des fois invalidante, qui font que les patients doivent arrêter leurs activités quotidiennes et c'est responsable d'une qualité de vie qui est très diminuée. Donc, il y a aussi la dyspnée et une sensation de malaise que les patients ressentent, surtout après un exercice physique ou un exercice mental intense. D'accord. Et les troubles cognitifs, ce sont des troubles qui sont souvent retrouvés chez les patients. Donc, les patients souvent se plaignent de difficultés de concentration, d'accord, d'amnésie, par exemple, après le COVID. Et ces symptômes durent souvent plusieurs semaines, plusieurs mois même, selon le patient. Il y a beaucoup de symptômes. Il y a par exemple des palpitations, la toux séquelaire peut être présente. Certains patients se plaignent de céphalée. La dépression, on retrouve la dépression chez beaucoup de patients en post-COVID. D'accord, des arthralgies, myalgies. Donc, ça, ce sont des symptômes qui reviennent souvent. En général, ces symptômes tendent à s'améliorer avec le temps. Ce temps peut être plus ou moins long, dépendamment du patient. Et on a remarqué que les symptômes neurologiques étaient ceux qui partaient le moins rapidement. D'accord? Ils persistaient beaucoup plus que d'autres types de symptômes comme la dyspnée ou la toux, par exemple. Alors, quelles sont les corrélations entre le diabète et le COVID long? Il y a eu plusieurs études qui ont été menées dans plusieurs pays qui ont tenté d'établir une relation entre ces deux. En général, ce qu'ils ont tenté d'établir, c'était est-ce que le diabète est un facteur de risque du COVID long? Est-ce que les symptômes du COVID long sont plus sévères chez les diabétiques que chez les non-diabétiques? Et est-ce que le diabète peut être considéré comme faisant partie du COVID long? Donc, est-ce que le diabète pourrait être une séquelle du COVID? Donc, ça, ce sont les 3 angles qu'on aborde le plus souvent dans ces études. Alors, il y a une revue systématique qui a été menée aux États-Unis, d'accord? Donc, qui a comparé 25 études. Cette revue systématique, donc, elle a mis en évidence, d'accord, la corrélation qui existait entre le diabète et le COVID. On pense que selon cette revue, le diabète serait un facteur de risque significatif pour développer le COVID. Donc, parmi ceux qui développent un COVID long, il y a une bonne partie qui sont diabétiques. Et parmi ces 25 études, il y en a 11, par exemple, qui ont confirmé cette corrélation. Par contre, il y en a quand même 14 qui n'ont pas trouvé d'association entre le diabète et le COVID long. Alors, il faut dire que chaque étude, dans certaines études, il y a quand même certains biais. Donc, mais la tendance générale est que le diabète serait un facteur de risque pour le COVID long. Cette même étude a fait remarquer que chez les diabétiques, les symptômes du COVID long étaient beaucoup plus prononcés, beaucoup plus sévères que la population en général. Par exemple, les troubles du sommeil, les troubles de mobilité, les douleurs séquelaires étaient beaucoup plus sévères chez les diabétiques que chez les patients non diabétiques dans une étude qui a été menée, par exemple, au Bangladesh. En Inde, chez les patients hospitalisés, on a remarqué que 96% de ces patients
Alors, de 96% pardon, des patients qui avaient développé un COVID long étaient diabétiques. D'accord? Donc, le diabète prédisposerait effectivement les patients à faire un COVID long. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs études, dont 3 qui ont montré une augmentation significative du risque de symptômes persistants du COVID chez les diabétiques. Donc, les patients diabétiques ont des symptômes qui durent plus longtemps que les patients non diabétiques. En général, ce risque il est augmenté de 7 à 49%. On a remarqué également que, voilà, que le risque de être diabétique était, alors le COVID long était beaucoup plus retrouvé chez les patients qui avaient développé un COVID sévère. Et les patients qui ont développé le COVID sévère, une grande partie d'entre eux étaient diabétiques. Donc, ils ont remarqué une corrélation de ce côté-là. Donc, plus la personne avait développé une forme sévère, une grande partie d'entre eux étaient diabétiques et plus ces patients ont le risque d'avoir un COVID long. Donc, des symptômes post-séquelaires, alors séquelaires du COVID. D'accord? Donc, et on a remarqué qu'une augmentation du risque entre 11 et même 276%, une augmentation de 276% de l'apparition d'un diabète qui est associé à la population qui avait eu le COVID par rapport à ceux qui n'avaient pas développé le COVID-19. Une autre étude menée aux États-Unis parmi les vétérans, donc les vétérans qui avaient survécu au COVID ou à la phase aiguë. Donc, on a remarqué qu'il y avait une augmentation de 40% du risque de diabète dans les 12 mois qui avaient suivi une infection aiguë au COVID. Et on a remarqué également que chez ces patients, il y avait une augmentation significative de l'utilisation des hypoglycémiens, donc des antidiabétiques, chez ces patients en post-COVID. Donc, 12 mois après le COVID, on a remarqué que beaucoup plus de patients développaient un diabète et beaucoup plus de patients avaient eu à utiliser des antidiabétiques pour diminuer leur glycémie. Donc, c'est ce que nous montre cette projection. Donc, parmi les patients, lorsqu'on compare des patients qui ont le COVID à un groupe de patients qui n'avaient pas le COVID, on a remarqué que le risque de diabète était beaucoup plus important chez les patients qui avaient le COVID. Et l'utilisation également des antidiabétiques, des hypoglycémiens était beaucoup plus grand que le groupe de contrôle. Le risque de développer un diabète. Là, nous allons un peu parler de l'association entre diabète et COVID. D'accord? Est-ce que le COVID, est-ce que le diabète prédispose à développer un COVID plus long? Et est-ce que les symptômes du COVID long sont plus sévères chez le diabétique? Maintenant, nous allons essayer de voir est-ce que le COVID long peut mener à un diabète, peut faire diagnostiquer un diabète. Selon plusieurs études, le risque de développer un diabète de type 2 était beaucoup plus élevé chez les patients qui avaient eu le COVID et qui ont développé des séquelles du COVID. D'accord? On a remarqué que c'était surtout le diabète de type 2 qui était prévalent. Par contre, certaines études ont quand même relevé des cas de diabète de type 1 qui auraient été diagnostiqués en post-COVID. Alors, on a remarqué également que, comme on l'a dit avant, que la prescription d'insuline était beaucoup plus courante dans la période de post-COVID, donc des patients atteints de COVID long, que chez les patients qui ne l'étaient pas. Il y a 3 cas de figure que nous avons pu voir. Premièrement, les patients diabétiques ont un risque plus important de développer un COVID long. Parmi ces patients qui ont un COVID long, ceux qui sont diabétiques ont tendance à avoir des symptômes beaucoup plus sévères et beaucoup plus longs
que les patients qui ne sont pas diabétiques. Et la troisième piste, ce serait que le COVID, disons, le COVID long pourrait, alors le diabète pourrait être une des manifestations du COVID long. Donc, beaucoup de patients qui auraient le COVID long, qui auraient développé le COVID long, auraient développé également un diabète. Par contre, cette dernière hypothèse, elle est beaucoup moins, elle n'est pas prouvée. C'est une hypothèse parce que, comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'on regarde bien les études, il y a une proportion significative des patients pour lesquels on a diagnostiqué un diabète dans la période de COVID long, qui avaient également des facteurs de risque de diabète préexistants au COVID. Beaucoup de patients étaient en surpoids, beaucoup de patients étaient déjà âgés, d'accord? Donc, beaucoup de patients également avaient des troubles métaboliques ou des troubles cardiovasculaires comme l'hypertension. Donc là, cette corrélation entre le diabète comme étant une conséquence directe du COVID, c'est une hypothèse qui n'est pas confirmée. Par contre, on a quand même remarqué qu'il y avait une association entre le diabète, entre le diagnostic du diabète dans une période de COVID long. Donc, je ne sais pas si également vous avez pu remarquer ou observer des corrélations pareilles. Est-ce que vous avez eu affaire à des patients qui avaient le COVID long et est-ce que vous avez remarqué que leurs symptômes étaient beaucoup plus sévères que les autres patients qui n'étaient pas diabétiques? Ou est-ce que le fait de diagnostiquer un diabète en post-COVID, est-ce que ça s'était associé à des symptômes beaucoup plus sévères? J'aimerais avoir votre réaction sur ce volet. Moi, effectivement, j'ai eu à faire des diagnostics de diabète dans la période de COVID long. Également, c'est arrivé et j'ai remarqué, c'est le cas de mon patient, du patient que je vous ai présenté. Donc, j'ai remarqué que les symptômes qu'il avait, parmi d'autres patients qui n'étaient pas diabétiques, j'ai remarqué que lui, par exemple, il développait des symptômes beaucoup plus sévères et beaucoup plus, disons, qui étaient beaucoup plus récurrents que d'autres patients qui n'étaient pas diabétiques. Bon, j'aimerais avoir un peu votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez remarqué une corrélation pareille? D'accord. OK, chers participants, est-ce que vous avez des expériences pareilles à partager par rapport à ces symptômes persistants des diabétiques? Est-ce que vous avez des cas similaires au niveau de votre pays ou bien des patients que vous rencontrez au cours de vos consultations? Avez-vous des cas similaires? Non? OK. Quelqu'un souhaiterait partager avec nous? Docteur Zawil, ça fait un moment que je ne vous ai pas entendu. Docteur Ali Medou Zawil, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous Oui, partager? Oui, comment vous allez? je vais bien. Vous m'entendez? Bon. Oui, on vous entend. Est-ce que vous avez eu des D'accord. patients similaires? Bon, pas avec des affections pulmonaires ou diabète de mon côté, neurologie, neuropsychiatrie. Ce sont des seuls patients que nous, on a beaucoup eu ces temps-ci. Mais ils sont très renfermés, hein. Ils sont très renfermés. Quand on veut faire des études approfondies, ça devient compliqué. Mais j'avais un petit ajout sur la prise en charge du cas qu'on nous a présenté, bien que je suis arrivé un peu en retard.
D'accord. On a Allez-y. donné des propositions du genre un suivi psychologique, oui, mais il faut un examen très méticuleux neuropsychiatrique. Parce que quand quelqu'un développe le stress, c'est d'abord quelque chose qui est très complexe. Donc, il faut fouiller dans l'anamnèse détaillée pour voir si ce stress n'était pas déjà existentiel ou c'est un stress qui est venu après l'affection. Donc, quand on veut conclure, généralement, il faut voir les deux parents de la personne, la vie quotidienne de la personne et tout, et maintenant, entrer en profondeur pour identifier des éléments. S'il y avait déjà des éléments de stress, ça veut dire que la COVID est juste venue déclencher. Mais s'il n'y en avait pas à la base et qu'après COVID, on commence à trouver tout le stress et on connaît tout ce que le stress peut emporter au plus tard. Mais le cas est très intéressant. Oui. Merci beaucoup, Dr. Zawil. Oui, que Merci. j'ai bien fait de vous interroger. Oui, On veut je apprendre vous des uns suivais. des autres. Je vous suivais. Merci D'accord. pour ce partage d'expérience. Donc, Dr. Merci. Marie-Christina, voilà une autre recommandation encore pour ce patient-là. Donc, une consultation neuropsychiatrique qui rejoint un peu aussi la consultation psychologique et aussi le suivi pour les complications cardio-respiratoires. D'accord. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer, docteur. D'accord. Donc, comme vous voyez, moi, je n'ai pas été du genre à Hollande, moi, si. Docteur, quand on dit là, ce n'est pas pour la moi, mais aimer dans quel sens? Parce que les hommes de nature, bon, la personne t'aime et ils sont plus dans les Il y a son micro ouvert. D'accord. Allez-y, docteur. Voilà. D'accord. Alors, suite aux différentes études, aux différentes recherches faites sur le sujet, donc, normalement, vous vous rappelez, nous nous étions posé 4 questions, à savoir, alors, c'était principalement les 4 pistes que nous voulions chercher, voilà, que nous voulions suivre, pardon, pour pouvoir aboutir à une meilleure prise en charge. Donc, nous étions posé la question à savoir est-ce que le diabète est un facteur de risque pour développer un COVID sévère. Il se trouve que plusieurs études ont confirmé ce risque. Donc, être diabétique prédispose à faire des formes de COVID plus sévères que les patients non diabétiques. La seconde piste était à savoir est-ce que le COVID pouvait déséquilibrer un diabète préexistant en phase aiguë. Nous avons vu que oui, en période aiguë, le diabète a tendance à être déséquilibré. Donc, il y a souvent besoin d'utiliser des médicaments on va dire plus forts, d'accord, pour contrôler ce diabète. Et souvent, c'est plus difficile d'arriver à une glycémie plutôt normale par rapport aux patients qui n'ont pas le COVID. Maintenant, est-ce que les patients diabétiques sont à risque de COVID long? Oui. On a vu que chez les patients qui avaient développé un COVID long, on a vu que qu'il y avait beaucoup de diabétiques. D'accord? Donc, être diabétique prédispose à faire un COVID long. Donc, à avoir des séquelles longues du COVID. Et être diabétique également prédispose à avoir des symptômes plus longs et plus sévères. Alors, la quatrième piste, c'est elle qui n'a pas encore été prouvée. Donc, et c'est là tout le débat, est-ce que le COVID-19 peut amener peut provoquer un diabète ou non? Est-ce qu'il s'agit de pathologies qui cohabitent, on va dire? Est-ce que le COVID, il permet de faire Alors, est-ce qu'à la faveur de COVID, il y a beaucoup plus de chances de faire le diagnostic d'un diabète qui était peut-être latent avant? Ou est-ce que le COVID, on le sait, effectivement, provoque des états
d'insuline résistance, donc en fait provoque une augmentation de la glycémie dans le cadre d'un syndrome post-infectieux. Mais la relation à savoir, est-ce que le COVID, c'est lui qui provoque le diabète? Pour le moment, ce ne sont que des hypothèses, ça n'a pas encore été prouvé. Pour le moment, on ne peut pas encore répondre à cette question. Est-ce que le COVID peut provoquer un diabète chez un patient qui ne l'avait pas avant et qui n'avait pas de facteurs de risque non plus pour développer ce diabète? Alors, quelles sont les répercussions du COVID long, des symptômes surtout du COVID long? Ce sont des symptômes en général très invalidants, d'accord, qui ont des répercussions énormes, d'accord, surtout sur le plan social chez les patients et sur le plan psychologique. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec les intervenants qui ont proposé de faire un suivi psychologique effectivement et neuropsychiatrie chez les patients, oui, parce qu'on a remarqué que les patients qui étaient atteints de COVID, mais qui ont développé un COVID long, et si de ce quoi ces patients développent ou sont diagnostiqués de diabète, ce sont quand même des facteurs qui prédisposent à des troubles anxieux chez ces patients et même à la dépression. Okay? Chez ces patients, on a remarqué qu'il y a un bon nombre de ces patients qui sont dépressifs, voilà, en post-COVID. D'accord? Donc, les patients signalent le plus souvent une altération considérable de leur qualité de vie, ce qui peut entraîner, comme on l'a déjà vu, des problèmes d'anxiété ou de dépression. Alors, nous l'avons vu, il y a des limites. Le COVID long, nous ne l'avons pas tout à fait bien compris. À date, on continue à faire des investigations, des études pour pouvoir mieux le cerner. D'accord? Donc, pour le moment, une question qui est là, on sait que on sait que le diabète et le COVID long, ils sont souvent, on les retrouve chez le même patient. Ouais, on peut le dire comme ça. Par contre, on ne sait pas encore si les problèmes de dérèglement de la glycémie, est-ce que ce sont des problèmes transitoires ou est-ce que le patient pour lequel on a eu une hyperglycémie, est-ce que finalement est-ce qu'il est diabétique ou est-ce que c'est un trouble transitoire? Là, je pense que c'est l'avenir et les études qui nous le diront. Et quel est également le pronostic de ces patients? On ne le sait pas encore. D'accord? Et est-ce que une autre question à laquelle il nous faudra répondre, et je pense que c'est tout l'intérêt de faire des études dans nos pays respectifs, d'accord, à savoir quel est le risque de développer un diabète chez les patients avec COVID long. Parce que les études ont montré qu'il y avait de grandes variantes d'une population à l'autre. Certaines populations ont peut-être des facteurs de risque que les autres n'ont pas. Donc, chez certaines populations, on s'attend à avoir un risque accru de problèmes métaboliques, dont le diabète, alors que chez d'autres, ce n'est peut-être pas le cas. D'où l'intérêt de bien connaître les spécificités de nos populations pour pouvoir prévoir certains problèmes de santé publique qui peuvent arriver dans les mois, des années à venir. D'accord? Les recommandations. Donc, ce serait, vu les grands problèmes que pose le diabète et le COVID, donc, l'une des recommandations que je pourrais faire, ce serait de dépister systématiquement pour le diabète les patients avec COVID-19. Donc, un dépistage systématique peut nous permettre de faire le diagnostic de façon plus précoce et également de pouvoir prendre en charge plus précocement ces patients afin qu'ils ne développent pas des signes de COVID long qui seraient plus sévères que les autres et qu'ils n'aient pas plus de séquelles cardiovasculaires ou autres séquelles que pourraient leur donner et le COVID et le diabète. D'accord? Donc, ce serait bien de faire des études dans nos populations respectives
surtout chez nos populations, en parlant des populations africaines, donc des Africains et des Afro-descendants, d'accord, pour pouvoir évaluer le risque spécifique de ces populations pour pouvoir mieux prévoir à l'avenir. Donc, ce sont les références que j'ai, alors les ouvrages et les articles que j'ai consultés pour le travail. Et je vous dis merci de m'avoir accordé ce temps. J'espère que vous avez en tout cas eu certaines pistes, et pour pouvoir guider vos diagnostics et surtout votre prise en charge, et surtout du COVID long, qui est une pathologie qui est plutôt récente, qu'on ne maîtrise pas totalement. Par contre, certaines pistes pourraient nous amener à diminuer les conséquences et psychologiques et physiques de ces pathologies qui semblent être en augmentation depuis 2020. D'accord, donc merci. Merci beaucoup, cher notre expert du jour. Chers participants, est-ce qu'on peut vraiment dire merci à Dr. Marie-Christina? Envoyer des signaux d'applaudissement à l'endroit de notre experte. Merci beaucoup, docteur, pour cette belle présentation et également pour ces échanges interactifs et très enrichissants qui nous ont permis de comprendre un peu cette problématique qui a été posée dans ce thème-là, le décryptage, COVID long diabète. Et merci aussi pour ces pistes de solutions qui ont été données par rapport à ces hypothèses que vous avez posées, pour lesquelles nous avons plus ou moins 3 réponses à 3 hypothèses, où plusieurs études ont plus ou moins confirmé ces hypothèses du fait que le diabète reste un facteur de risque pour la COVID longue sévère, et également que la COVID pouvait plus ou moins déséquilibrer le diabète chez un patient déjà diabétique, et aussi comment est-ce que cette COVID longue peut entraîner des signes persistants plus sévères chez le patient diabétique que chez les non diabétiques. En tout cas, merci beaucoup pour cette piste de solutions qui permettront d'attirer vraiment l'attention des professionnels de la santé face à des patients qui présenteraient des tableaux similaires. Donc, chers participants, en tout cas, merci à notre experte pour cette belle présentation et pour cette problématique qui a été posée et abordée avec des pistes de solutions à travers les études qui ont été réalisées ça et là. Donc, est-ce que vous avez encore des questions? Nous avons fini notre temps. Est-ce que vous avez encore quelques questions, 1 ou 2 questions à poser à notre experte? Et puis, nous allons mettre fin à notre session. Avez-vous encore des questions à poser? En tout cas, merci pour les échanges que nous avons eus et pour ces recommandations qui ont été données pour poursuivre le suivi de ce patient qui a été présenté. Merci beaucoup à vous. Je vois une question dans le chat. Bonjour docteur, vous avez dit que les femmes d'un certain âge sont à risque de développer un COVID long. J'aimerais savoir comment et pourquoi. Bon, ça c'est une question un peu générale. Donc docteur, si vous avez quelques pistes de réponse, allez-y. Alors, ce n'est qu'un constat. On va dire, on ne peut pas encore expliquer la raison pour laquelle. Après, il y a certaines particularités. C'est vrai qu'avec l'âge, dans certaines populations, c'est vrai que avec l'âge viennent des facteurs des facteurs prédisposants. D'accord? Donc, un patient qui est âgé est beaucoup plus prédisposé à être hypertendu, par exemple. D'accord? Donc, avoir une insulinorésistance. Donc, ça pourrait être une piste
à savoir pourquoi ce sont en tout cas, les personnes âgées sont plus à risque de le développer. Par contre, ce n'est qu'un constat. On a remarqué que les hommes, ils avaient plus tendance à développer des COVID sévères en aigu. Par contre, les femmes, on a remarqué que parmi la population en tout cas les gens qui ont un COVID long, on a remarqué que les femmes étaient beaucoup plus représentées que les hommes. Maintenant, à savoir, la raison, ce sont les futures études qui vont peut-être nous permettre de... D'accord. Merci beaucoup. Le dernier intervenant, et puis nous allons mettre fin à cette session. Oui, docteur Arumba. OK. Je pense que pour ce qui concerne, je vois que de toutes les recommandations et de tout ce qui a été dit, aujourd'hui, je pense qu'on trouve qu'il est encore difficile d'affirmer, de confirmer que le diabète est un facteur ou bien prédispose à faire le COVID plutôt prédispose à faire le diabète. Alors moi, je pense que, alors à ce niveau, ma préoccupation était de savoir quelles sont aujourd'hui les dispositions qui doivent être prises pour anticiper la réponse à cette question-là. Pour que l'on parvienne, par exemple, s'il y a une pandémie ou une autre pathologie qui arrive, ou bien demain au lendemain, s'il survient encore une pandémie à COVID-19, quelles sont les dispositions que l'on doit prendre pour cette fois-ci anticiper la réponse et savoir trouver rapidement et si facilement la corrélation ou non infirmée, soit de la corrélation entre la COVID-19, est-ce que la COVID-19 est-elle un facteur ou bien il y a une corrélation directe de quelqu'un qui a fait la COVID-19, une prédisposition à faire le diabète. Alors je me demande quelles sont les dispositions qui doivent être prises aujourd'hui pour anticiper la réponse à cette question afin que l'on ait les éléments là-dessus. D'accord. Je pense que c'est une question qui est adressée à toute l'Assemblée par rapport à ce que nous avons vu, puisque cette hypothèse n'est pas encore confirmée. Donc, on est tous interpellés, docteur Marie-Christine, à poursuivre les études, puisque c'est les études qui nous permettront vraiment de confirmer cette hypothèse au regard des autres hypothèses qui ont été confirmées par des études. Je pense qu'on est tous interpellés à pouvoir conduire des études. Docteur Marie-Christine, quel est votre avis? Voilà, c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est vrai, justement, on a remarqué que le COVID-19, en fait, il avait quand même un effet, en tout cas, il déréglait le diabète s'il était déjà connu et il prédisposait les patients, en tout cas les patients autour d'un épisode aigu, avaient tendance à avoir une glycémie élevée, donc des troubles du contrôle de la glycémie, d'accord? Ce que nous ne savons pas exactement, c'est si le COVID, il est directement lié alors, le diabète et qu'on dépiste à ce moment, est-ce qu'il n'est là que du fait de la COVID ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui prédisposent? Est-ce que c'est juste le fait qu'on puisse faire le diagnostic à ce moment qui le patient diabétique augmente? Donc, peut-être que c'est parce que à la faveur d'un épisode de COVID, puisqu'il y a un dérèglement de la glycémie, souvent, c'est ce qui nous permet de poser le diagnostic d'un diabète qui était peut-être déjà latent. D'accord? Alors, c'est la corrélation de cause à effet, elle n'a pas été établie. D'accord? Par contre, ce qui est, peut-être que nous, alors, à ce moment, nous ne pouvons pas faire des recommandations quant à la prévention du diabète chez les patients avec COVID. Par contre, ce que nous pouvons demander, c'est de faire le dépistage, justement. Parce que ce qui est important, dès que c'est vrai pour tous les syndromes post-infectieux, mais beaucoup plus pour le COVID. Donc, dès que vous avez un patient avec COVID, il est recommandé de systématiquement dépister soit un problème de développement de la glycémie ou un diabète, ce qui nous permet au moins de récupérer ces patients à ce moment et de pouvoir donner le traitement pour éviter les éventuelles complications. Après, est-ce que les patients est-ce que ce sont des troubles qui seront transitoires ou est-ce que les patients vont finalement être déclarés diabétiques? On ne le sait pas, mais l'essentiel est de
faire le dépistage et la prise en charge, en tout cas en urgence, des troubles de dérèglement de la glycémie. Merci beaucoup pour cette belle conclusion qui met fin à notre session. Merci beaucoup, Dr. Marie-Christine Félix Douillon de Haïti, pour cette session très enrichissante. Chers participants, chers membres de la communauté, nous disons merci à votre nom, à notre expert du jour, pour ces échanges très enrichissants. Et nous vous invitons à faire l'évaluation. Nous avons mis le lien dans le chat. Il faut évaluer cette session. Nous faisons des suggestions à travers cette évaluation. Si vous avez des suggestions à faire, c'est le moment. Donc, on vous invite à le faire, à faire cette évaluation pour qu'on puisse recueillir vos opinions et par rapport à tous ces thèmes qui sont développés et plus spécifiquement sur ce thème aujourd'hui concernant le diabète et la COVID longue. En tout cas, merci. Ce que nous retenons au sortir de ces échanges, c'est le dépistage systématique du diabète chez tous nos patients d'ailleurs, chez tous nos patients, vu que la prévalence de ces maladies chroniques commence à prendre de l'ampleur dans nos pays, avec nos modes de vie, vraiment, avec la sédentarité, de plus en plus, nous voyons que cette prévalence augmente. Donc, le dépistage systématique de tous les patients et plus particulièrement chez des patients qui ont fait la COVID-19. Donc, merci à tous et on se donne rendez-vous le jeudi 7 pour notre dernière séance de l'année 2023. Sur ce, on va se dire au revoir. Donc, ouvrez vos caméras. On dit merci encore à notre expert du jour. Merci à tous les supporters de Haïti qui étaient présents pour accompagner Dr. Christina. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous d'avoir pris part à cette belle session très enrichissante. Nous espérons que vous avez beaucoup appris des informations pour améliorer la prise en charge de vos patients, pour attirer votre attention devant tous les patients qui ont eu la COVID par rapport à la prise en charge, par rapport à vos questions que vous allez poser aux patients quand ils vous aident dans notre pratique. En tout cas, merci beaucoup et au revoir. Nous